Bienvenue dans Choisissez votre camp. Avec nous aujourd'hui Virginie Leguet, bonjour. Bonjour. Chef adjoint au service politique de Paris Match. Jean-Luc Benamias, bonjour. Bonjour. Président du Front démocrate écologique et social, un nouveau parti politique qui se veut un rassemblement au centre-gauche et pro-gouvernement. Philippe Bilger, bonjour. Bonjour. Magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole. Et vous avez publié la semaine dernière 72 heures, roman judiciaire, mais pas que, aux éditions La Joigny. Et puis on attend Arnaud Champremier-Trigano, éditorialiste et directeur de l'agence de communication Mediascope, qui est dans les bouchons et qui nous rejoindra dans le courant de cette émission. Allez, J-11, avant le premier tour des départementales, la gauche tente de mobiliser par tous les moyens ses électeurs. Jean-Christophe Cambadélis dramatise et appelle au vote utile. Écoutez, c'était ce matin sur France Inter. Il y a la division, elle est incompréhensible. On assiste à un suicide politique en direct. Le Parti communiste, aujourd'hui, va perdre l'ensemble de ses bastions. Les écologistes se battent devant tout le monde, avec des positions, soit avec nous, soit dans l'autonomie, soit avec... Donc vous dites tout le monde va perdre. Je dis tout le monde va perdre. On est dans une situation où l'absence d'union fait perdre l'ensemble de la gauche. Mais au bout, qu'est-ce qui se passe? C'est quand vous n'avez pas la gauche, vous avez la droite et le Front National. Donc la question qui est posée, c'est qualifier la gauche au deuxième tour. Il faut que, c'est utile, c'est nécessaire, c'est fondamental qu'il y ait la gauche au deuxième tour. C'est pour ça qu'il faut voter pour les socialistes. Jean-Luc Benamias, vous partagez cette analyse? C'est un suicide politique, un suicide collectif? Deux choses. Sur ce que dit Jean-Christophe Cambadélis, c'est tout à fait juste, ça se voit, c'est direct. Ce sont des élections extrêmement... Constatation implacable. Oui, extrêmement compliquées, puisque il faut faire, pour être au second tour, 12,5% des inscrits. Quand on sait qu'en milieu urbain, notamment, il y aura à peu près, je ne suis pas devin, mais là c'est clair, 35 à 40% de participation. Pour être au second tour... Au minimum. Pour être au second tour, il faudra donc faire 28 à 29% ou être second. Or, dans la logique même dans laquelle nous sommes aujourd'hui, le Front National a l'air d'être au-dessus de 25 en tous les cas. Donc il est qualifié quasiment partout et il est présent partout quasiment à 94%. L'UMP, à peu près uni avec l'UDI, et la seconde. Où est la gauche là-dedans ? Alors, deuxième chose pour moi, qui est plus terrible, c'est que ces départementales sont complètement incompréhensibles. On avait dit qu'on simplifiait le millefeuille institutionnel. Or, on a maintenant des métropoles qui vont venir. Je suis pour tout à fait ces métropoles. Mais on laisse les départements et on a fusionné des régions. Tout ça devient incompréhensible. Je ne parle pas du milieu rural, parce qu'en milieu rural, le canton veut encore dire quelque chose, même s'il est fusionné. Mais en milieu urbain, ça n'a aucun sens. Comme ça n'a aucun sens, essayez de mobiliser les gens. Jean-Christophe a raison, on peut essayer, mais ça ne veut rien dire. Car les gens s'en foutent complètement. Je n'ai jamais vu une campagne aussi peu mobilisatrice, même les européennes. Là, on est dans une campagne en milieu urbain où tout le monde s'en désintéresse. En fait, pardon. Aussi peu mobilisatrice et aussi peu préparée par le Parti socialiste, qui sait depuis des mois qu'elle va avoir lieu cette campagne, et qui d'un coup s'affole parce qu'il se rend compte que les sondages sont extrêmement mauvais. Mais finalement, vous avez parfaitement raison de dire que le scrutin est incompréhensible. Les gens se retrouvent face à une quantité, parce que chacun se présente avec un binôme, et donc il y a une quantité de gens pour lesquels ils doivent voter. La gauche est totalement divisée, le Front National est présent partout, et le Parti Socialiste ne trouve que maintenant l'idée de se dire « Ah zut, ça va très mal se passer parce que le Front National est très fort ». Et je trouve que même la campagne du Parti Socialiste contre le Front National est totalement contre-productive, pour ne pas dire même productive pour le Front National. Parce que dire « on va arracher les l'électeur au Front National », l'UMPS qui est un slogan qui répète sans arrêt, ça ne fait que conforter les gens dans l'idée que justement ils vont voter Front National parce qu'ils ne sont pas des herbes folles qu'on va arracher d'un endroit à l'autre et qu'ils ont leur libre arbitre. Philippe Bilger, multiplier les attaques contre le Front National, est-ce que c'est la bonne stratégie déjà? Mais déjà, je comprends que le Premier ministre ait répondu à cette charge complètement outrancière de Marion Maréchal Le Pen. Ce qui me choque, mais probablement je dois être égaré dans le monde intellectuel, c'est qu'un Premier ministre ose dire d'un parti qui a la bagatelle de 30% peut-être d'électeurs, vous n'êtes pas la République, vous n'êtes pas la France. Est-ce que ça veut dire que seul le PS ça devient très inquiétant. Mais pour répondre rapidement à ce que vous aviez demandé précédemment, c'est la première fois, me semble-t-il, qu'on va voter pour des départementales en ne connaissant
absolument pas le mode d'emploi. Deuxième élément, ça va évidemment favoriser l'abstention, et ça, c'est dramatique. Et au fond, la mobilisation, elle n'existe pas, Jean-Luc Benamias, sauf de la part du gouvernement et de manière totalement contre-productive par Manuel Valls. C'est tout sauf un imbécile, et donc je me demande comment il peut aussi mécaniquement faire augmenter le FN par des diatribes qui n'ont rigoureusement aucun sens. Arnaud Champremier Trigano, est-ce que le Front National est un parti républicain déjà? La question a été posée dans On les années dirait 90. Voilà. Non, mais dans les années 90, ça a été posé, et je pense qu'il était légitime de la poser du fait de leur histoire, de leur pratique, de l'époque en tout cas très clairement. Voilà. Mais en 2015. Voilà, alors ça a été tranché en 90 et Valls avec les autres a dit non, il n'y a pas de... C'est un parti qui ne doit pas être interdit, puisque la question était au Parlement de savoir si on devait ou non interdire ce parti. En particulier en s'appuyant sur la DPS qui était leur service d'ordre, qui était une sorte de milice paramilitaire. Voilà, donc voilà. Donc ça a été tranché. Dès lors que c'est tranché, on n'a pas à revenir dessus. Qu'est-ce que fait Manuel Valls aujourd'hui? Il remobilise, il tente de remobiliser ses électeurs avec l'épouvantail Front National, et il joue avec le feu, parce qu'on est quand même dans un débat sur lequel on focalise, mais il y a 2 parlementaires Front National. Donc le débat national ne peut pas être un face-à-face entre le Premier ministre... Mais le Front National est à 30% dans les intentions de vote. Excusez-moi, mais tout le monde sait aujourd'hui que le fait que le Front National n'ait que 2 députés, et je ne soutiens pas le Front National, c'est le moins qu'on puisse dire, est une erreur totale de démocratie dans une démocratie républicaine. C'est-à-dire que c'est qu'aujourd'hui on focalise le débat parlementaire au sein de l'hémicycle, alors qu'il n'y a que 2 parlementaires. Parce que justement, s'ils étaient représentés à la hauteur de leur poids politique, on va dire 15 à 20% à des législatives, la question ne se poserait pas de la même manière. Quant au reste, moi je considère que le Front National n'est pas un parti républicain. Il y a plein de partis qui ont le droit de se présenter en France, dans le cadre démocratique, qui ne sont pas des partis républicains. Si vous avez un parti royaliste, ça existe un parti royaliste, ils ne sont pas républicains par définition. Or, ils font partie de la démocratie française, ils ont le droit de se présenter. Moi, je dis une chose, par rapport au Front National. J'ai été pendant très longtemps le président du comité de vigilance nationale contre l'extrême droite dans les années 90. 80 organisations de toute obédience. S'affronter comme on l'a fait ne servait strictement à rien. Je pose une question, moi, centrale. Je dis à Marine Le Pen, maintenant, et au Front National. Êtes-vous d'accord, à la fin de 39-45, en 44, avec le Conseil national de la résistance? C'est là que se pose la question. C'est, est-ce que vous vous positionnez par rapport à cela dans le camp pétainiste ou dans le camp de ceux qui ont fait que la France s'est redressée et a permis... Cette question, elle est caduque dès lors qu'on a un Zemmour qui a réhabilité Pétain. Non, je m'excuse. Non, Zemmour n'est pas la preuve par 2. Ah non, il n'a pas réhabilité Pétain. On a quand même un tabou qui a été sauté par un intellectuel juif qui nous explique que Pétain a sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quand même la dernière digue qui saute, si vous voulez, sur le barrage. Non, mais dans les arguments opposés à l'extrême droite, sur notre question, Virginie Leguet, le Front National, parti républicain ou pas? Moi, je voudrais poser une autre question au Parti Socialiste. Vous pouvez aussi répondre à celle-ci. Attendez, mais je voudrais d'abord poser une autre question au Parti Socialiste. Le Parti Socialiste a joué avec le Front National pendant des années en espérant le mettre dans les pattes de la droite. Je vous rappelle qu'en 86, François Mitterrand avait instauré la proportionnelle à l'Assemblée nationale pour faire rentrer des députés Front National. Combien, vous vous souvenez, combien sont rentrés à l'époque? Uniquement grâce au scrutin à la proportionnelle qui a été supprimé en 88. Depuis, le Parti Socialiste se rend compte que le Front National, finalement, le piège se referme sur lui et que c'est sur lui aussi que ça lui coûte des voix et des électeurs. Donc voilà, mais pendant des années, tout le monde a joué avec le Front National. Et aujourd'hui, ce n'est plus un jeu. Bien sûr que si. Non, mais tout le monde, les deux ont joué avec. Bien sûr, mais aujourd'hui, la gauche est assez mal placée de dire « Ah, le Front National ». Et puis, je trouve aussi scandaleux de dire « Le Front National n'est pas un parti démocratique ». Je ne partage en rien le discours du Front National. Mais les élus qui sont aujourd'hui élus et qui ont l'étiquette Front National sont élus avec le même scrutin que tous les autres élus. Le même scrutin. Le même. C'est fasciste parce qu'on peut qualifier le Front National de parti fasciste. Il y a eu un procès, il y a eu une jurisprudence, des historiens se sont penchés dessus. Est-ce que ça a le stigmate de ce qu'on peut définir comme étant un parti fasciste aujourd'hui? Oui. On peut avoir cette approche-là. Il y a une jurisprudence là-dessus. Je la connais, Arnaud, mais le terme fasciste, vous savez, a évolué sur le droit de la presse tout au long de l'histoire. Mais ce qui me gêne dans votre approche qui semble commune, c'est que si on considère que le Front National n'est pas un parti républicain,
qu'on ait le courage De politique de l'interdire. l'interdire. Interdisons-le, Mais on mais ne bien peut sûr. pas jouer, Jean-Luc, en permanence sur l'ambiguïté de le permettre et de le traiter comme s'il n'était pas républicain. Tout le monde politique n'est pas forcément républicain. On vit dans une société démocratique. Vous auriez, par exemple, un parti bouddhiste. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un parti... Pourquoi pas, hein, je veux dire, ça peut exister, puisqu'il existera peut-être un jour des partis d'obédience musulmane. Est-ce qu'ils seront républicains? Je ne les considérerais pas, moi, comme républicains. La démocratie, c'est pas que des républicains. Oui, mais C'est fini. On tout de suite le journal avec vous, Sophie. Suite de Choisissez votre camp. Avec nous aujourd'hui, Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate écologique et social, Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la parole et auteur de 72 heures, roman judiciaire mais pas que, aux éditions La Joigny. Arnaud Champremier-Trigano, éditorialiste, directeur de l'agence de communication Mediascope, et Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Juste avant la pause, on parlait du Front National et Virginie, vous vouliez revenir sur les déboires du Front National, notamment au Parlement européen et ses soupçons d'irrégularité financière. Oui, on apprend les mauvais usages et les mauvaises pratiques que font les élus députés européens du Front National, qui ont des attachés parlementaires, qui sont payés par l'Europe et qui visiblement ne mettent pas les pieds à l'Europe. Le Front National dit immédiatement, voilà, c'est une mauvaise manière qu'on nous fait manipulation politique à 10 jours d'un scrutin. Il n'en reste pas moins. Et moi, je pense que de toute façon, ça ne changera pas grand-chose au vote que vont avoir les gens au premier tour. Il n'en reste pas moins, et c'est parfaitement exact, que le Front National, depuis très longtemps, a des pratiques qui sont déplorables. On l'a vu lors des premières municipales, je parle de ça il y a 20 ans, où il y a eu des mises en examen, le maire de Toulon, il y a eu des tas de difficultés judiciaires, on le voit encore aujourd'hui. Et les autres partis qui eux-mêmes ne sont pas blanc-bleu dans cette affaire, et le parti... Non, il y a des affaires dans tous les partis. Voilà, hein. donc... c'est là aussi, même si c'est vrai, même si le Front National est loin d'être exemplaire et son fameux slogan tête haute, main propre, a volé en éclats depuis belle lurette, c'est un argument qui pour l'instant est inopérant en ce qui concerne les futurs électeurs qui vont se prononcer lors du premier tour des départementales. Alors c'est vrai que tous les partis ont leur part d'ombre, et c'est évident. Mais on est quand même sur une configuration très particulière, parce que le majordome de Jean-Marie Le Pen qui se retrouve assistant parlementaire au Parlement européen, c'est-à-dire qu'on a un parti qui a quand même une différence majeure avec les autres partis. Il y a des pratiques qui sont illicites, mais celui-là, il est népotiste. C'est-à-dire que c'est une famille installée dans ce parti depuis toujours, qui l'a créé et qui vit sur la bête. Et ça fait le quand même... père, la fille, la petite fille, le gendre, etc. Donc ça fait quand même, ça donne une spécificité quand même particulière à ce parti politique. Mais je suis hélas du même avec vous, ça n'aura pas d'impact sur... Non, vous n'avez rien contre les majordomes, j'espère, Arnaud. Non. Mais plus sérieusement, et je vous remercie de faire cette moi précision. je ne suis pas d'accord. Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus par le caractère erratique du projet du Front National, je pense que la démonstration quotidienne du fait que la pureté qu'il prétend avoir est battue en brèche, je crois que ça peut convaincre des gens que les attaques excessives sur le fond ne mobiliseraient pas. Je l'espère. Nous avons eu M. Thévenoud, M. Cahu, enfin, je ne sais pas, moi, non, les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy. Une fois aux affaires, le Front National, vu sa pratique, fera la démonstration qu'il est certainement pire que les autres. Et ça aura un effet. Mais tant qu'ils ne sont pas au pouvoir... Espérons de ne pas voir ça. Mais il met au premier plan... jamais voir ça. Il met au premier plan, tout de même, dans ses dénonciations, la pureté et démocratique qui serait la sienne. Et en ce sens-là, ces transgressions ne sont pas dérisoires. Oui, je vous rappelle leur slogan « Tête haute, main propre ». C'était le grand slogan du Front National. Emmanuel Valls disait qu'il y avait un vrai risque pour la prochaine présidentielle que le Front National arrive au pouvoir. Est-ce que ça vous paraît... Si vous avez lu Le Figaro hier, qui fait un sondage régulièrement en première page, qui demande à ses lecteurs et ses lectrices ce qu'ils pensent de cette question. 75 000 personnes ont répondu au Figaro. C'est beaucoup, 75 000 personnes, ça fait un sondage grandeur nature. 55% des lecteurs et lectrices du Figaro disaient que c'était possible.
Je dis pas qu'ils votaient Front National. Je dis pas que eux disaient qu'ils votaient Front National. Je dis qu'eux disaient qu'il était possible que le Front National prenne le pouvoir. Moi, je serais assez soulagée qu'au lieu d'agiter éternellement l'épouvantail du Front National, et ça, c'est un jeu auquel se prête... Je parlais du Figaro, là. Oui, toute la classe politique, on s'attaque à ce qui est quand même la vie quotidienne des Français et qui changerait probablement beaucoup la nature des votes et qui est tout simplement... Et tout simplement le chômage, la croissance, la vie quotidienne des gens. Alors, on peut très bien s'amuser en se jetant à la figure les choses qui ne vont pas chez les uns, chez les autres, mais la classe politique ferait bien mieux de s'attaquer à ce qui est sa propre et première responsabilité, qui est le chômage. Et ça, c'est la gauche comme la droite. Mais il l'instrumentalise de toute évidence, la peur du Front National. De toute évidence. Mais la possibilité de voir le FN arriver au pouvoir en France, elle est réelle. Moi, j'y crois pas. C'est arrivé en Europe et toutes les astres sont. Il y a un alignement des astres. Je rappelle que Jean-Marie Le Pen est déjà arrivé au second tour de l'élection présidentielle. Il y a déjà de ça. Combien d'années Revenons. Deux secondes. Le système majoritaire tel qu'il est mis en place aujourd'hui, tel qu'il continue, peut permettre au Front National d'arriver au second tour dans plein d'élections et de gagner au second tour dans plein de régions et dans plein de circonscriptions. Et à ce niveau-là... La présidentielle, c'est une autre histoire. La présidentielle, c'est beaucoup plus compliqué. On est loin de 2017. Et si d'ici là, la courbe de chômage devait... À tout le moins pas s'inverser, mais au moins se ralentir. Si on se prend 3 attentats avant la présidentielle, c'est gagné. Le jour, je vous le dire comme ça. 3 attentats avant la présidentielle, elle peut gagner. Parce que le phénomène de peur du pays et du rejet et de la xénophobie... Un chômage qui baisse, une activité qui reprend, un pays qui reprend confiance, elle perdra. On aura le chômage pareil, on risque d'avoir les attentats en plus. Le jour où nos grands dirigeants politiques, ceux qui gouvernent, qui sont en haut du pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche, diront les réalités aux Français telles qu'elles existent, ce que sont les impératifs européens, ce que sont les impératifs de la mondialisation, ce qui est du domaine du possible et du nécessaire, mais pas de l'utopie. Je pense qu'un certain nombre d'électeurs se diront, tiens, enfin quelqu'un on nous parle vrai. On nous parle à peu près vrai. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Revenons au départemental. L'Assemblée a voté hier après-midi, le deuxième volet de la réforme territoriale, une réforme amendée, détricotée. Alors les départements qui ont été menacés pendant un temps sont sauvés et vont garder la plupart de leurs compétences. Quel regard portez-vous sur ce texte, sur cette réforme? C'est une réforme à minima? Excusez-moi, mais c'est totalement... c'est aberrant. Je le disais, on est dans une situation où, en même temps, on a fait œuvre utile en passant à 13 régions. Œuvre utile de mon point de vue. Autant d'élus. Oui, mais je sais, mais ça c'est totalement... Aucune économie. C'est pas une question d'économie. Ça, c'était le premier volet. Non. C'est une question de pouvoir par rapport à ce qui existe dans le reste de l'Union européenne et les autres pays européens, de voir comment on concentre notamment les aides qui arrivent. Deuxièmement, on nous dit on va casser le millefeuille institutionnel. On en rajoute. Alors, vous savez ce qui est arrivé derrière tout ça? Le pouvoir du Sénat. La façon dont le Sénat est élu, avec des grands électeurs, c'est une aberration totale dans la démocratie d'aujourd'hui, fait que ce pouvoir-là a pris le dessus sur l'ensemble des réformes nécessaires au niveau administratif. La faute aussi aux radicaux de gauche qui menaçaient de quitter le gouvernement. On voit bien ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Non. Et puis c'est une vraie expression de la sclérose du pays, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de blocage très forts. Mais ce qui est sidérant dans cette histoire, c'est que le pouvoir exécutif n'ait pas pu anticiper les blocages qui allaient se mettre sur leur chemin. Parce qu'il était évident que le Sénat, structurellement, allait s'opposer à cela. Par obligation. Il était évident que les radicaux de gauche, intrinsèquement, dans leur ADN, allaient s'opposer à ça. Et alors que c'est leur dernier partenaire. Les radicaux valoisiens aussi. Enfin, oui, c'est leur dernier partenaire. Donc, si vous voulez, on a un pouvoir exécutif qui lance une réforme sans comprendre où vont être les blocages, alors qu'on est dans la sphère politique, on peut dire qu'ils ne comprennent pas la société, mais là, c'est quand même leur écosystème, ils devraient comprendre ça. Et en même temps, on a une élection avec quand même des candidats qui disent on ne sait pas sur quoi faire campagne, parce qu'on ne sait pas quelles seront nos compétences une fois qu'on sera élu. C'est très dommage, parce que même lorsque la gauche lance de bons projets sur le plan du concept, la réduction, c'était une excellente initiative, eh bien, il parvient à dégrader l'or en boue. Je ne comprends pas comment on fait. Sinon, il ne manque pas de lucidité politique, pourtant. Et parce qu'il y a une vision au point de départ qui est plutôt juste, enfin là en l'occurrence qu'il l'est,
Et puis, il y a des petits arrangements entre amis au fil du chemin qui fait qu'à la fin, tout est dégradé. Parce que les régions, typiquement, c'est ça. On ne se pose pas la question de l'identité des régions, du poids des langues, des traditions, des circuits routiers qui lient les régions les unes aux autres. Non, on se pose juste la question de la carte électorale et des baronnies ici ou là pour arranger les copains. Et ça, effectivement, à la fin, ça fait de la boue. Regrouper les régions était sans doute une très bonne idée, mais il aurait fallu aussi diminuer le nombre d'élus, rationaliser, concentrer au sens propre. C'est pas du tout ce qui va se passer. Et je pense que à la fin, le système coûtera plus cher que ce qu'il coûte déjà actuellement. La suppression des départements, pour vous, c'est inéluctable. On va y arriver un jour. Ce sera le prochain chantier du prochain quinquennat ou je mets de côté. Il y aura toujours des barrières. C'est un des débats qui a eu lieu au Sénat, notamment sur les territoires ruraux. Là, je mets de côté. Je pense que là, il y a un besoin réel par rapport à la ruralité, par rapport au monde un peu lointain qui se sont isolés. D'ailleurs, ça touche aussi au vote Front National dans l'isolement, cette histoire-là. Mais par rapport aux départements urbains où il y aura des métropoles partout en France, le département n'aura aucune influence et puis aucune importance. Oui, et puis il y a même dans les territoires ruraux, il y a la communauté de communes, oui, bien sûr. Qui est une nouvelle entité, si vous voulez, qui se glisse entre la commune et le département, qui est en train de prendre un poids énorme. Exact. Qui est en train de récupérer des compétences et qui se substituera à terme, effectivement, au département, probablement. Allez, on change de sujet. Najat Vallaud-Belkacem a présenté la réforme du collège. Elle se prononce pour un accompagnement personnalisé, l'interdisciplinarité pour croiser certains cours et la deuxième langue vivante en 5e, si vous n'avez pas tout compris. Écoutez ce qu'elle disait ce matin sur Europe 1. La langue vivante 1 sera apprise dès la classe de CP. Donc on commence bien à l'école primaire, et la langue vivante 2 dès la classe de 5e. Le degré d'inhibition est moindre en 5e, et donc l'exposition plus précoce à la langue est une bonne chose. L'interdisciplinarité, c'est le fait que les élèves, au lieu de n'entendre parler de maths, qu'en cours de maths, d'histoire géo, qu'en cours d'histoire géo, vont voir se mélanger ces différentes matières et leur donner du sens. Par exemple, un élève qui comprend rien aux équations, aux modèles en maths, on va le mettre dans un cours dans lequel on va lui proposer de travailler sur un sujet précis, le changement climatique, en utilisant des connaissances acquises et en maths, et en géographie, et en français. Et à ce moment-là, il y aura les 3 profs, le prof de maths, de géographie et de français qui seront là. Philippe Bilger, vous êtes président de l'Institut de la Parole. Ça vous inspire quoi, cette réforme ? D'une part que c'est pas le ministre qui parle le plus mal, objectivement, et non, plus sérieusement, le fond de ce qu'elle propose n'est pas bouleversant. Je ne suis pas un spécialiste de cela, mais augmenter les heures de travail en équipe, la seconde langue en 5e... Le décloisonnement, c'est une idée de 1973. Voilà, donc, en dépit de l'excellente qualité des professeurs en France, la plupart du temps, ça ne va pas bouleverser fondamentalement l'éducation nationale. Mais j'ai été frappé tout à l'heure lorsqu'elle a dit le but de la réforme, c'est de lutter contre la carte scolaire. C'est-à-dire qu'au fond, on veut combattre des effets périphériques qui viennent de la médiocrité du système scolaire. On ne s'attaque pas au principal, et là, ce serait évidemment une autre paire de manches politiques. Jean-Luc Médamias. Transformer les choses dans l'éducation nationale est extrêmement compliqué. Ce qui fait qu'on passe à des réformes. On peut réformer l'éducation nationale ? Il faudrait un accord global de la société, et notamment du corps enseignant ou du corps administratif de l'éducation nationale, pour arriver à la transformer. Là, on est sur... Tout ce qu'elle dit est extrêmement logique. Ça ne change rien aux difficultés existant dans 80% des collèges français, où la question principale est de faire de l'ordre et de l'écoute, d'arriver à avoir de l'écoute dans l'établissement. Et tout ce qui est défini par Najat Vallaud-Belkacem, c'est très fort sympathique, c'est très bien, mais ça ne répond pas à la question centrale. Et parce que répondre à la question centrale, c'est remettre en cause le système scolaire, et c'est remettre en cause le collège unique, dont on sait aujourd'hui, c'était une très bonne réforme en 1974, aujourd'hui ça n'est plus le cadre réel dans lequel on doit vivre, parce qu'il y a trop de différenciation. Et par rapport à la carte scolaire, je termine, vous pourrez toujours essayer d'obliger les parents à mettre leurs enfants dans tel ou tel établissement scolaire. S'il ne peut pas y aller là où il veut, eh ben il ira dans le Virginie, il nous reste 30 secondes. Moi, je voulais juste dire, Madame Vallaud-Belkacem est charmante, elle a un sourire adorable. Elle énonce des platitudes et des banalités qui n'apportent rien au débat. Et franchement, je trouve que son intervention est nulle. Elle est nulle.
Arnaud. Il me reste 10 secondes. Alors, pour réformer l'enseignement, il faudrait s'y prendre par le primaire. Voilà, il faut commencer par le primaire et réformer au fur et à mesure. Or, les ministres ont un horizon de mission qui est maximum de 3 ans pour les plus optimistes. Hein, c'est rarement réel. Donc, si vous voulez, ils veulent tout prendre et tout embraser d'un coup, de l'université, en passant par le collège, le lycée, le primaire. Or, c'est impossible. Donc voilà, on est confronté là à un problème d'exercice du pouvoir sur une mission qui effectivement demande un temps long. Et donc, on et n'y arrive du pas. courage. Et du courage. Et on rappelle le coût de l'échec scolaire, 24 milliards d'euros par an, ça paraît hallucinant. Merci à vous quatre. On marque une courte pause et on se retrouve juste après pour parler encore et débattre de l'actualité. À tout de suite.